Trump est à la politique ce que le sommeil est à la mort. Une pure simulation mensongère de la réalité, qui sert à stimuler une pensée complètement puérile. Une sorte d'anticipation du réel qui oblige certains à penser, si j'oserais dire, l'impensable et défendre l'indéfendable. Mesdames et messieurs, honorables jury, monsieur le directeur, chers camarades, bonjour. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer toute notre fierté et notre honneur, mes camarades et moi, de nous trouver sur cette scène que nous avons déjà foulée au tronc commun, mais à laquelle l'esprit de compétition donne une toute autre dimension. Le sujet du débat d'aujourd'hui peut paraître simple, mais il n'est point simpliste. Je vais donc vous mettre en contexte. Revenons un peu en arrière. Nous sommes le 25 juillet, il est 9h03. Donald Trump félicite Volodymyr Zelensky pour la victoire de son parti aux législatives. Jusqu'ici, rien d'anormal. Le 12 août, un lanceur d'alerte a effectué un signalement auprès de l'inspecteur général des services de renseignement américains, dans lequel il divulgue que Donald Trump aurait forcé le président ukrainien à inspecter sur Hunter Biden, fils de Joe Biden, l'un des rivaux démocrates de Trump pour les présidentielles 2020, sur les potentielles activités illégales d'Hunter et ses liens avec une compagnie d'énergie ukrainienne. Autrement dit, le président des États-Unis a utilisé son pouvoir pour demander à une puissance étrangère d'interférer dans la campagne présidentielle américaine. Le 24 septembre, après avoir lu cet appel, la Chambre de représentants lance une procédure de destitution à travers Nancy Pelosi, qui en est la présidente démocrate, et qui affirme au président américain qu'il n'est pas au-dessus des lois, ce qui est remarquablement véridique. Évidemment, le président des États-Unis s'est exprimé sur cette affaire. Pour lui, la procédure est, dit-il, une blague. Une blague qui, à ses yeux, n'a pas de fond, mais qui prend de plus en plus de valeur aux yeux de l'opinion publique. Et il s'en prend au passage au lanceur d'alerte, affirmant qu'il s'assimile à un espion, et que, je cite, « Au bon vieux temps, les espions et la trahison ont traité ça un peu différemment qu'aujourd'hui. » Fin de citation. Et officialise sa position en refusant de coopérer avec le Congrès dans l'enquête concernant l'affaire ukrainienne. Il ne faut pas se voiler la face. C'est pour cela, chers opposants, que mes camarades et moi sommes là, pour vous prouver que Donald Trump sera bel et bien destitué durant et à cause de l'affaire ukrainienne. Et comme l'a si bien dit Machiavel, je cite, « En politique, le choix se fait rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. » Fin de citation. Et dans ce cas-là, le moindre mal se résume dans la privation du président américain de sa fonction actuelle. Merci. Mesdames et messieurs, honorables jury, chers partisans, bonjour. J'aurais aimé garder le temps sérieux de ma voix, mais cela m'empêcherait de décrire la joie qui m'anime, la joie qui nous anime, mes camarades et moi ici présents, bleu sur blanc, à devoir débattre d'un sujet d'une telle importance devant vous, belle audience. Sur ce, je tiens à préciser que ce ne seront ni le style ni le savoir que porteront nos interventions qui en feront la beauté, mais bien leur vérité. Bref, ne nous attardons pas plus sur les présentations et attaquons-nous directement au cœur du sujet. Comme tout bon débatteur, je me dois d'abord de familiariser ma chère audience ici présente avec le sujet de notre débat. Donald Trump sera destitué suite à son intervention en Ukraine. Je sais pertinemment que la plupart d'entre vous ici présents n'ont aucune idée de ce que cette intervention pourrait bien être. Eh bien, n'ayez crainte, car je suis là et je me chargerai personnellement de vous expliquer, et ce, dans les quelques minutes qu'il me reste, l'affaire ukrainienne en toute simplicité. L'affaire se présente comme suit. Donald Trump, actuel président des États-Unis d'Amérique, est accusé, et ce, depuis le 16 septembre dernier, d'avoir fait pression sur le président ukrainien dont, j'avoue, le nom est assez compliqué, Volodymyr Oleksandrovitch Zelensky, pour ouvrir une enquête contre le fils de son rival démocrate à l'élection présidentielle de 2020 et qui n'est autre que Joe Biden. Mais cette enquête, en quoi portera-t-elle vraiment ? Eh bien, Hunter Biden, fils de Joe Biden, serait comme quoi impliqué dans des affaires de blanchiment d'argent et de corruption en Ukraine. Cette intervention, non, ce n'est même pas une intervention, cette demande de la part de Trump, selon vous, chers opposants, enfin, selon votre position, coûtera à Trump sa place et donc vaudra à Trump la destitution.
J'aimerais pouvoir dire que je suis d'accord, mais dans le cas-là, nous serons 9 à avoir tort. Sur ce, j'enchaînerai sur les arguments de mon équipe. Tout d'abord, Trump a explosé, et ce, à mi-mandat, tous les records économiques du pays. Et c'est à mon cher camarade et ami Mehdi, ici présent, qu'incombe la noble tâche que de mieux en parler. Pour ma part, j'aurai 2 arguments à stipuler. Le premier étant que Donald Trump a tenu la promesse qu'il avait faite de neutraliser Abu Bakr el-Baghdadi, chef de l'État islamique, mieux connu sous le nom de Daesh. Vous direz peut-être, chers opposants, que cet argument n'a nullement sa place dans ce débat. Eh bien, voici là tout le contraire. Car voyez-vous, pourquoi voudrait-on destituer un homme de parole lorsqu'il s'avère que cette qualité est rare, même très rare en politique ? Cela d'une part. D'une autre, destituer Donald Trump. Oui, la simple destitution de Donald Trump en elle-même sera l'humiliation des États-Unis d'Amérique. Je m'explique. Destituer son président équivaut à dire que ce n'est pas le banc. Et qui dit que ce n'est pas le banc dit aussi que quelconque peut arriver au pouvoir, quelconque peut être à la tête de la plus grande puissance économique mondiale. Et croyez-moi, chers opposants, croyez-moi, chère audience, lorsque je vous dis que ce n'est point l'image que les États-Unis d'Amérique voudront se faire d'eux. Sur ce, chers opposants, si mes arguments ne vous auront toujours pas convaincus, je céderai volontiers la parole à 3 excellents débatteurs se tenant à ma gauche qui, non seulement défendront ma thèse, mais vous montreront l'absurdité de la vôtre. Merci. Si Donald Trump pense que la majorité républicaine au Sénat le protège d'une destitution, la procédure est approuvée par une majorité de l'opinion publique. Un basculement suffisant à fragiliser un président candidat à sa réélection en 2020. Selon un sondage publié le 8 octobre dernier par la Washington Post Car School, la destitution de Trump gagne de plus en plus de popularité aux yeux des Américains. 58% soutiennent la conduite d'une enquête et près de la moitié souhaitent que le président soit destitué. Naïveté d'idéaliser les gens ou les choses, de croire et de faire confiance, de penser que pour une fois, tout ira bien. Nul n'est naïf. Les États-Unis ont dû bien souvent faire pression sur des pays amis pour asseoir leur influence. L'abus du pouvoir de Trump le mènera à sa perte. Si pour les Américains, comme on a pu le percevoir à travers le sondage, Trump sera probablement destitué, c'est parce que le voile du mensonge qui camouflait le vrai visage des États-Unis comme étant un pays manipulateur, un pays qui abuse de sa position pour manier et influer des pays soi-disant inférieurs. Ce voile, disais-je, est finalement tombé. La situation actuelle l'illustre parfaitement. Tout le monde questionne la légitimité du fils de Joe Biden à conseiller un groupe gazier ukrainien, au moment où son père était le vice-président de Barack Obama. Mais solliciter l'Ukraine, comme Donald Trump a assuré pouvoir le faire, pour enquêter sur un adversaire alors qu'il mène une guerre commerciale et se dit patriote, cela heurte la fibre souverainiste des Américains et irrite jusque dans les rangs républicains des élus du même parti du président qui, au lieu de rassurer, vient en outre d'ébranler. Voyez-vous, si l'on suit les lois logiques, Trump est un élément du Parti républicain, ses élus aussi, ce qui impliquerait que l'intersection des idées et propos des 2 éléments doit concorder. Or, Benjamin Eric Sassa, membre du Parti républicain et sénateur du Nebraska au Congrès, a déclaré lors d'une interview, je cite, « De nombreux républicains s'empressent de contourner les wagons et de déclarer qu'il n'y a rien de mal dans la transcription. Ce n'est pas vrai. » Fin de citation. Notez également que Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat et fervent supporter de Donald Trump, a exprimé son désaccord à propos du terme lynchage employé par son président. L'emploi de ce terme a suscité un séisme dans la capitale fédérale américaine, pourtant habituée aux différentes tragédies et déclarations volontairement provocatrices mettant en scène Donald Trump. Alors que Mitch McConnell évite d'ordinaire de critiquer publiquement le président, c'est la 2e fois en moins d'1 semaine qu'il a des mots durs à son encontre.
De ce fait, on déduit que l'intersection des idées et propos entre le président et son propre parti, que dis-je, ses plus fervents défenseurs, ne concordent pas. L'ancien homme d'affaires de New York doit donc au plus vite remettre en considération son intégration au sein de son parti. Merci. Vous parlez, mademoiselle Sarah, de patriotisme, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez cela. Chère audience, honorable jury, cher directeur, mes plus sincères salutations. Vous savez, je ne risque pas de m'attarder longtemps ni sur les présentations, ni sur la joie d'être là. Je préférerais plutôt enchaîner sur la charmante mise en situation présentée, concoctée par mon camarade ici présent, Ammari, et ajouter à ainsi dire mon argument qui aura forte relation avec, écoutez bien, le patriotisme. Patriotisme qui est, selon le politologue français Paul Ariès, le dévouement d'un individu pour son pays, le considérant comme sa patrie. Aussi simple que ça. Et on ne va pas se le cacher, ce n'est un secret pour personne, les Américains sont quand même de gros patriotes. Et ce n'est pas juste un stéréotype, parce que selon la revue internationale de la population mondiale, 41,7% des Américains considèrent leur pays comme le meilleur au monde. Et je vous ai parlé quelques trentaines, 34% pour être plus précis, qui disent qu'il est parmi les meilleurs. Voilà, mettons ça de côté, revenons-en aux faits, ou plutôt citons quelques faits concis à propos de l'histoire. Déjà, Joe Biden a préféré mettre en péril la relation Ukraine-États-Unis juste pour la bonne continuité de la vie professionnelle de son fils en Ukraine, qui est autre que Hunter Biden, ce qui est pas très patriotique, on doit se l'admettre. Revenons aussi au béaba du débat, et c'est l'appel téléphonique qu'a reçu le président ukrainien de la part de Trump, voulant une affirmation à propos de cela. Ce qui est certes illégal, je vous l'assure, chers partisans, mais très patriotique, parce que Donald Trump est juste en train d'avertir le peuple américain à propos de cet homme-là. Vous êtes sûrement en train de vous dire que ce que je dis est un peu tiré par les cheveux. Chose à qui je réponds, Donald Trump n'est pas bête, et même loin d'être bête. Parce que, excusez-moi, mais appeler un président étranger par le biais d'un appel téléphonique de la Maison-Blanche, en parlant d'un tel sujet, tout en osant croire que ça ne fera pas impact et ça n'aura pas d'écho, je suis désolé, mais c'est impossible. Il faut ouvrir les yeux à un moment donné. C'est purement et simplement un message au peuple américain, peuple qui est très patriotique, comme je l'avais expliqué auparavant, et qui n'aimerait que le bien pour son pays. Donald Trump est juste en train de dire aux Américains que mon concurrent le plus sérieux, qui devrait même pas être mon concurrent d'ailleurs, puisqu'il a fait preuve d'antipatriotisme il y a bien longtemps de cela, en étant seulement vice-président, attention, et imaginez s'il devient président, ce qu'il ferait encore pour sa femme. Voilà, je suis sûr que vous êtes encore en train de vous dire que ce que je dis est hors sujet et que la destitution a déjà été enclenchée, le mal est fait, etc. Je ne nie pas ça, mais voilà, j'assume que les États-Unis ont un caractère extrêmement changeant, on ne va pas se mentir. Lorsque ça les arrange, comme ils le disent si bien déjà, they break the rules. Alors je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi lorsque je dis qu'à cause de cette éthique-là, il se pourrait que la procédure n'aboutisse pas. Et cela parce que des entités comme les sénateurs, par exemple, verront le côté patriotique, ou plutôt le fond patriotique des actes de Trump. Et puisque laisser un président craint par tout le monde, soutenu par plusieurs entités politiques que mon camarade Yassine se fera une joie de vous présenter, et en plus, ayant d'excellents bilans économiques dont je vais parler plus tard, ça arrangerait plutôt les États-Unis. Donc on en conclut de tout ça que la procédure pourrait ne pas aboutir, que Donald Trump pourrait ne pas être destitué. Chose qui est contradictoire avec votre position, chers opposants, parce que vous êtes en train de défendre le fait que Donald Trump sera destitué. J'aimerais une réponse à propos de cela, et j'espère être assez clair pour tout le monde, et merci. Manipulation, lâcheté et malhonnêteté. Ce sont peut-être les mots inscrits au-dessus de la tête de Trump dans son édifice religieux. Mais peut-être qu'il ne prie pas, qu'il est prisonnier d'un vacarme insonore, que ces mots que j'ai cités sont burinés dans son cœur, indéracinables de son esprit et enfuis au fin fond de sa personne. Certes, je ne nie pas, Trump est assez intelligent, je dirais même très intelligent, mais aussi futé et malin qu'il puisse être, il se retrouvera bien piégé au sein de sa propre fourberie.
Voyez-vous, Trump, effaré de voir son principal candidat Joe Biden le devancer d'une grande marge dans les sondages des élections présidentielles, enfreint une loi cruciale de la Constitution américaine. En sollicitant l'aide du président ukrainien Volodymyr Zelensky, et se voit donc accusé d'abus de pouvoir et d'obstruction à la justice. Ceci est confirmé par le fait que la Maison-Blanche refuse de coopérer avec le gouvernement en jugeant cette affaire de bidon. Ce qui vient affirmer que Trump a bel et bien enfreint les règles. Se croyant donc au-dessus des règles et des lois, le président américain essaie d'établir de nouvelles normes qui viennent complimenter ses actes. Et se vante d'être victime d'un lynchage. Oui, d'un lynchage, mesdames et messieurs. N'est-il donc pas absurde de voir une telle réticence de la part de la présidence si cette dernière est tellement sûre de son innocence? Pourquoi va-t-elle refuser de coopérer? Ceci reviendrait à dire qu'elle cache quelque chose sous la pénombre. Et c'est bien cela qui a fait augmenter les chances de la destitution de Trump. Toutes ces personnes qui essayent de flouter et maquiller la situation alors qu'elle est très claire, toutes ces marionnettes qu'il manipule avec aisance et panache sans se soucier que leurs fils se tordent. Ce nombre de détails exorbitant vient donc étayer la procédure d'impeachment qui finira sûrement par la destitution de Donald Trump. Car comment peut-on faire confiance à une personne qui normalise ce qui est anormal, qui fait taire ce qui doit s'entendre, qui enterre ce qui n'est pas cadavérique, et au sein de ce qui est maléfique se distingue par son temps, roc et ses doctrines archaïques, qui ne font qu'approfondir ce sentiment de puissance dont jouissent tous ces moutons qui le défendent. Ne vous laissez donc pas influer par ce que profère Trump. Dans l'une de ses citations, je cite « Mon compte Twitter est devenu tellement puissant que je pourrais forcer mes ennemis à dire la vérité. » Fin de citation. Sauf que cette fois, je voudrais lui dire que la vérité lui a bien joué à tour et lui retombe sur la tête. Amis des belles lettres et des beaux mots, bonsoir. Aujourd'hui, si je me tiens avec tant d'assurance derrière ce pupitre devant cette belle audience, cet honorable jury et surtout ces très chers partisans, c'est parce que je pense avoir en ma possession l'approche la plus réalistique et la plus véridique du sujet qu'il soit. Je pense, et comme le stipuleront et l'ont déjà stipulé mes camarades, qu'on est en train de débattre de faits politiquement avérés, et non pas de sortes d'hypothèses ou de spéculations tout à fait incertaines à propos de la personnalité ou bien l'avenir de Donald Trump. Alors, c'est pour cette raison-là que mes arguments sont clairs, cartésiens et très directs, et j'espère qu'ils deviendront pour vous triviaux après mon explication. Alors, venons-en au cœur du sujet. Je ne pense pas que Donald Trump sera destitué de la Maison-Blanche à cause de l'affaire ukrainienne. Et ce, pour des raisons très simples. Tout d'abord, il me semble qu'actuellement, aux États-Unis, on est dans ce qu'on appelle une période préélectorale. Et si vous m'accordiez un petit peu de temps pour peaufiner les entrailles de mon cerveau, qui dit période électorale, dit un contexte politique tendu, des lanceurs d'alerte, mais tiens, ne serait-ce pas un jargon collant parfaitement au sujet de notre débat? Détrompez-vous, mesdames et messieurs. Cela n'est pas une simple coïncidence, mais je dis toutes, mais bien toutes les tentatives d'investigation que mènent les démocrates contre Donald Trump sont des manœuvres politiques tout à fait traditionnelles entre deux partis qui se disputent le pouvoir. Et c'est d'ailleurs même pas moi qui le dis, mais c'est Nancy Pelosi, la porte-parole démocrate de la Chambre des représentants, qui a affirmé et confié à une télévision américaine que par toutes ces investigations qu'elle menait contre Donald Trump et son parti, elle visait, je cite, à révéler la grande vérité grand peuple américain. On peut comprendre par cette citation-là qu'elle veut simplement redonner une image positive du Parti démocrate qui a, à claire vue, perdu la confiance des électeurs américains. Et puis, deuxièmement, vous ne pensez pas que les démocrates voudront risquer de faire élire Mike Pence, actuel vice-président des États-Unis d'Amérique, à la place de Donald Trump, quand on sait que ce personnage est beaucoup plus dans la pratique que dans les tweets? Rajoutons à cela que s'il y avait une réelle volonté de destituer Donald Trump de la part des démocrates,
Ne l'aurait-il pas fait quand Robert Mueller, l'ex-directeur du FBI, le summum de l'investigation policière, a fourni un rapport détaillé sur la collusion russo-américaine dont est suspecté Donald Trump? Ça aurait été beaucoup plus facile de déclencher la procédure d'impeachment sur ces faits-là. Mais bizarrement, quand ça touche à Joe Biden, notre candidat, impeachment. Et en dernier lieu, j'aimerais citer aussi quelque chose qui m'intrigue. On n'a pas bien expliqué la procédure de destitution à notre très cher auditoire. Il faut stipuler que la procédure de destitution n'est pas quelque chose de simple et se compose en 2 articles. Premier article, une validation à majorité par la Chambre des représentants. Peut-être que cela arrivera, mais au 2e article, c'est là que les choses se corsent. Et mon petit doigt ici est en train de me dire que la majorité des sénateurs qui doivent approuver la procédure de destitution sont des républicains. Petit doigt, est-ce que tu es sûr ? Je suis désolé, mais il est sûr. On ne peut pas avoir une majorité de sénateurs qui votent pour la procédure de destitution quand ces sénateurs-là sont avec Donald Trump. Vous diriez, mais ils ne voudront pas se salir les mains avec cette sorte de faux président. Je vous répondrai que non, parce que déjà de 1, ils leur doivent un mandat très long, dépourvu de toute investigation. Il leur a permis de jouir de leur pouvoir sans être dérangés par les démocrates. En tout cas, mesdames et messieurs, si je ne vous ai pas convaincus, je ne comprends pas pourquoi, mais le meilleur est à venir. Merci. Chers opposants, l'humiliation ne se trouve pas dans la destitution de Trump, mais de laisser quelqu'un qui n'est pas digne du pouvoir s'emparer et rester indifférent face à un délit. Une semaine. Il aura suffi d'une petite semaine pour que tout bascule. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Trop, c'est trop. Et soudain, presque comme un seul homme, les démocrates ont décidé de lancer une procédure de destitution contre Donald Trump. À moins d'une grosse surprise, la Chambre des représentants votera l'impeachment du président. C'est pourquoi on dit souvent que cette procédure n'est pas uniquement une action légale, mais une arme politique. Je dis bien une arme politique. Oui, Donald Trump est sous le coup d'une procédure de destitution. Enfin, diront certains, mais restons objectifs. Du moins, essayons. Il est soupçonné d'avoir demandé au président ukrainien Zelensky d'enquêter secrètement sur son principal rival pour la présidentielle de 2020. Depuis des mois, les élus du Congrès ont enquêté par le biais de leur commission de façon à réunir les preuves tangibles pour pouvoir exercer le pouvoir conféré par l'article 1, y compris le pouvoir constitutionnel de la plus grande des gravités, activer la procédure de destitution. Ajoutons à cela que le président américain a admis avoir demandé à son homologue ukrainien de prendre des mesures qui pouvaient l'avantager politiquement. Ces actions et bien d'autres ont révélé un fait déshonorant. Ils ont dévoilé une trahison de Trump de son serment d'office, une trahison de l'intégrité des élections, une trahison de la sécurité nationale, une trahison du peuple. Sur ce, mesdames et messieurs, le 24 septembre dernier, le chef des démocrates Nancy Pelosi lance une mise en accusation solennelle du locataire de la Maison-Blanche. En dépit du refus réitéré de la présidence américaine de coopérer à leur enquête, en la qualifiant d'anticonstitutionnelle. Mais en fait, le président Trump doit arrêter de faire obstruction au Congrès, a déclaré et annoncé le candidat démocrate Joe Biden. Mesdames et messieurs, en interdisant à l'ambassadeur Gordon Sondland, un acteur clé dans l'affaire ukrainienne, de témoigner, la Maison-Blanche tente encore une fois de freiner et d'entraver l'enquête. Ce n'est ni plus ni moins qu'une autre tentative de cacher les faits quant aux efforts éhontés de l'administration Trump de faire pression sur des efforts étrangers, afin qu'ils interfèrent aux élections de 2020. Mesdames et messieurs, les démocrates sont à couteau tiré, crient au scandale et réclament que le président Trump soit responsable de ses actes. Après tout, personne n'est au-dessus de la loi, n'est-ce pas? Et Trump ne peut plus occuper la Maison-Blanche. Merci.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi de vous expliquer mon propos. Écoutez-moi bien, chers partisans. On n'est pas en train de parler d'une personne qui passe ses journées à chasser les mouches, on est d'accord. On est en train de parler d'une personne qui a dirigé le monde pendant 3 ans. On est en train de parler d'un leader, d'une personne aussi dangereuse que ce que nous le croyons. Parce que croyez-moi, quand on arrive à ce stade où juste à l'entente ou à la lecture du nom de Donald Trump, on se dit « Ah tiens, cette personne encore » et basta. On n'a même plus envie de continuer la lecture parce qu'on sait qu'il n'y a que des problèmes. Parce qu'on ne va pas se mentir sur ce point. Donald Trump, tout ce qu'il sait faire, c'est créer des problèmes, on est d'accord. De un, il a déclaré le Quds comme étant la capitale d'Israël et il a osé transférer l'ambassade des États-Unis. Et si nous, Marocains, Algériens et Tunisiens, auraient voulu changer le cours du destin, alors 3, 2, 1... Bim, en un claquement de doigts, on n'existera plus sur Terre et on se retrouvera sous terre. 2, la Syrie, la Libye, le Yémen, l'Iran, l'Irak, la Somalie et le Soudan. Tous ces 7 pays à majorité musulmane n'ont strictement plus le droit de mettre pied ou de franchir la porte des États-Unis. Et pour quelle raison? Pour une simple et unique raison. Et comme l'a affirmé Donald Trump sur Twitter, son but était de garder les méchants, ceux avec une mauvaise intention, hors du pays. 3. Il s'est retiré de l'accord de Paris signé par 195 pays et qui prévoit la hausse du réchauffement climatique à 2 degrés, tout en déclarant dans une conférence « Je ne peux pas, en toute conscience, soutenir un accord qui punirait les États-Unis. L'accord de Paris est très injuste au plus haut niveau pour notre pays. » Vous êtes certainement en train de vous demander pourquoi suis-je en train de vous citer les pires décisions de Donald Trump. Tout simplement pour vous dire que je suis ou que nous sommes, mes camarades et moi, totalement d'accord avec vous sur ce point. On sait très bien que Donald Trump a fait des choses et a pris des décisions qu'il n'aurait pas dû prendre pour une raison ou pour une autre et qui ont malheureusement touché l'humanité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Donald Trump, le président américain, a largement bouleversé les règles du monde. Donc, ça ne m'étonnerait pas de sa part qu'il ait eu l'audace ou qu'il ait eu le courage de se renseigner sur le fils de son rival démocrate. Et maintenant, chers opposants, chers partisans, donnez-moi un seul argument sur lequel vous vous êtes basés pour dire que oui, à cause de l'affaire ukrainienne, il sera destitué à 100%. Parce qu'en voyant votre position, vous êtes en train de me dire qu'à cause de l'affaire ukrainienne, il sera destitué. Et donc, mathématiquement et logiquement parlant, vous êtes en train de me dire que l'affaire ukrainienne implique la destitution de Donald Trump. Mais pour démontrer que ce que vous êtes en train de dire est totalement faux, il suffit de démontrer qu'il existe un seul pourcentage qui est vrai. Ce pourcentage est ni vous, ni nous, on sait ce que le futur nous réserve. Mais si vous vous jugez assez savant et assez cultivé afin d'avancer dans de tels propos, alors j'aimerais bien voir votre certitude dans la pertinence de vos arguments et me dire le verdict des sénateurs tout en sachant qu'ils font partie de l'opération de destitution et qu'ils sont, comme l'a déjà dit mon camarade Yassine, avec Donald Trump. Et maintenant, et finalement, j'espère que j'ai été à la hauteur de la mission qui m'a été confiée et que mes propos étaient clairs pour tous. Merci. Honorables opposants, après une écoute très attentive de vos arguments, ma soif de défendre notre thèse n'a fait que prendre des proportions plus grandes. On ne peut nier que Donald Trump ait joué un très grand rôle dans l'économie américaine. Mais il ne faut toutefois pas oublier qu'une loi, c'est une loi. Qu'elle est là depuis des siècles parce qu'elle doit être respectée et que personne, même pas le président des États-Unis de l'Amérique, ne peut l'enfreindre sous aucun prétexte. Si Donald Trump a bien dirigé les États-Unis d'Amérique durant ces 3 dernières années, il a certainement prouvé qu'il ne mérite pas de la diriger pour une année de plus, en enfreignant les lois de la Constitution qui sont là depuis des siècles. Il est toujours tentant de comparer des chefs d'État à ses prédécesseurs. De telles comparaisons ont un caractère ludique, mais elles peuvent aussi permettre d'aider à comprendre, voire à prévoir dans une certaine mesure l'évolution d'un mandat politique. Trump est un cas particulier. On a rarement vu un individu, disons, original, sous la tête d'un grand pays occidental. Il n'empêche, il est difficile de ne pas penser à mains égards à un autre résident du bureau ovale il y a 45 ans, j'ai nommé Richard Nixon.
Figurez-vous que déjà en 1974, menacé par un impeachment quasi certain, le président Nixon avait dû démissionner la veille de sa destitution suite au fameux scandale du Watergate où il avait été accusé d'abus de pouvoir, de mise sur écoute, de corruption, mais aussi d'obstruction à la justice. Un demi-siècle plus tard, Donald Trump doit à son tour affronter une procédure de destitution. Retraité de la politique, Richard Nixon avait d'ailleurs écrit en 1987 à Trump qu'il n'était alors qu'un homme d'affaires médiatique, qui serait certainement élu s'il comptait se présenter un jour. Peut-être l'ancien président voyait-il dans Donald Trump certaines similitudes avec sa propre personnalité, car Nixon pouvait lui aussi être vulgaire, brutal, menteur, mais aussi raciste. Mais surtout, il existe de troublantes ressemblances dans la politique étrangère suivie par chacun des deux hommes. Joueur et roublard, il aimait lui aussi prétendre être irrationnel et imprévisible pour inspirer la crainte à ses adversaires. Trump vit peut-être sans Watergate, même s'il est temps changé. L'histoire est-elle en train de se répéter? Serait-ce une farce ou une récurrence tragique? Hasard ou coïncidence? Cette affaire semble en tout cas une aubaine tombée du ciel pour un parti démocrate divisé, sans candidat incontestable, qui en est réduit à faire de la défense des minorités et des valeurs LGBT son cheval de bataille. Une aubaine, vous dis-je, une occasion inespérée pour revenir sur la scène politique américaine. Dans le cas de Trump comme celui de Nixon, les démocrates poursuivent le président d'une haine systématique et méthodique. Et ils ne lâcheront pas prise, je vous l'assure. Comme je l'avais expliqué avant, Donald Trump n'est ni bête ni original. Parce que, contrairement à ce que tu as dit, mademoiselle Iman, il a tout planifié. Et je doute fort je doute fort que ce n'est pas le cas parce qu'un homme d'une telle envergure, il est impossible qu'il n'ait pas planifié, ou n'ait pas pensé aux potentiels risques et conséquences de ces dires à travers le téléphone. Mais bon, et pour ce qui est de Madame Sarah, je ne pense pas que tu es... Mademoiselle Sarah, je ne pense pas que tu as accordé une réelle importance à mon intervention, ni à l'intervention de mon cher ami Yassi. Voilà, passons. Nous avions parlé, mon camarade Suleiman et moi, d'excellents bilans économiques de Donald Trump. Et voilà, c'est vrai. Donald Trump, à mi-mandat seulement, a explosé des records économiques, non pas juste américains, mais mondiaux. Et on a de tout. Une croissance économique qui va de 1,7% à 3,5% entre 2017 et 2018, selon FMI et Fitch. À titre de comparaison seulement, l'Europe atteint difficilement les 2%. Pour ce qui est du chômage, on atteint des taux jamais atteints depuis décembre 69, c'est-à-dire 3,7%. Ce n'est pas rien quand même. Et pour le Dow Jones, c'est les légumes sur le couscous carrément, puisqu'on atteint les plus de 31%. La question qui se pose par elle-même maintenant, c'est pourquoi vouloir destituer un homme pareil? Avant de répondre à cette question ou de réfuter mes propos, il faudra se rappeler que l'économie pour les États-Unis, c'est le Saint Graal, c'est quelque chose. Pas tous au gain monétaire, j'ai envie de dire. Donc il viendra tôt ou tard où les États-Unis feront passer le profit avant tout, comme ils le font si bien, comme ils le font d'habitude d'ailleurs. Et donc, en d'autres termes, Donald Trump ne sera pas destitué. Avant d'avancer que ce que je dis est faux, il faudra se rendre compte que c'est potentiellement possible. C'est possible. Et c'est dans ce cadre de cette possibilité que Donald Trump pourrait ne pas être destitué. Et donc, dans tous les cas, on reste loin de votre position aussi certaine qu'elle est. Merci. S'il savait les conséquences de ces dires,
Alors pourquoi la Maison-Blanche a essayé sans arrêt de masquer l'appel? Bonne question. Notre cher professeur de physique, que je salue au passage, nous a toujours répété, raisonnons simplement. Mais pour ce faire, il va me falloir faire appel à votre bon sens et à votre raison. Doté de plusieurs qualités, dans l'islamophobie, le racisme, le sexisme, pour ne citer que celle-là, Trump est souvent considéré comme un ennemi du peuple, incitant à la marginalisation, à penchant ségrégationniste. Et pourtant, il est au pouvoir de l'une des plus grandes puissances mondiales. Mais où va le monde? Napoléon avait dit au XIXe siècle, je cite, « La bonne politique est de faire croire au peuple qu'ils étaient libres. » Fin de citation. Une idéologie souvent utilisée auparavant pour gouverner. Mais le problème, c'est que nous assistons à la réutilisation de ces techniques purement politiques qui prennent le peuple pour des demeurés. Ce que fait justement de Trump l'un des meilleurs politiciens au monde. En espérant que personne ne se rendra compte de la supercherie. Mesdames et messieurs, Trump a trahi son peuple en bafouant les principes les plus élémentaires dus à un chef d'État. Transparence, justice et impartialité. Son action ne peut demeurer impunie. Chers camarades, honorables jury, monsieur le directeur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toutes bonnes choses à une fin. Et nous voici déjà au terme de cet échange gratifiant et instructif à la fois, durant lequel nous avons tenté de garder les pieds sur terre afin d'y voir au plus clair et vous prouver que votre position relève de l'arbitraire. En définitive, tout étudiant en politique et doté d'un esprit analytique vous dira qu'étant donné la conjoncture économique, politique et sociale actuelle aux États-Unis d'Amérique, étant donné la soif démocrate d'une vengeance tant attendue, il ne fait aucun doute que le président Trump se trouve actuellement sous la chute imminente d'une épée de Damoclès qui ne saurait tarder. Merci. Ah là là. Bon, avant de commencer mon intervention, j'aimerais répondre à certaines choses qu'ont stipulé mes camarades. Tout d'abord, vous avez parlé de si Donald Trump n'a pas peur des conséquences de ses actes, pourquoi alors il refuse de dévoiler toute l'intimité de la Maison-Blanche aux journalistes américains? Alors, la Maison-Blanche, ce n'est pas la maison d'à côté, c'est la résidence du président de la première puissance mondiale. Et qui dit résidence de président, dit intimité. Et donc, je pense que c'est logique qu'ils n'ouvrent pas leurs portes aux médias et à tout le monde. Deuxièmement, vous avez parlé de Richard Nixon et vous avez dit qu'il a été destitué parce qu'il a démissionné de sa fonction la veille de la destitution. Alors, pour qu'on soit clair, chers partisans, une procédure n'aboutit que si elle n'aboutit à 100%. Et donc, pour le cas de Richard Nixon, ce n'est pas une destitution. Maintenant, je vous ai concocté, mesdames et messieurs, une série de 3 victimes de tentatives de destitution. Première victime, Andrew Johnson, le président qui a été élu juste après le très fameux Abraham Lincoln, a été incriminé d'avoir limogé son ministre de la Défense pour aucune raison et par la malheureuse décision qu'il a fait raviver les tensions et la discorde entre le Nord et le Sud et les douloureux souvenirs de la guerre de sécession. Est-ce que la tentative de destitution a abouti pour ce président? Pas du tout. Deuxième victime, Richard Nixon. Scandale du Watergate, entrave à la justice, mensonge sous serment, et j'en passe. Est-ce que la procédure de destitution a abouti pour ce candidat? C'est pas synchronisé, mais c'est bien. Et comme vous l'avez stipulé, il a démissionné tout de suite avant sa destitution parce qu'il ne voulait pas être ce président américain déchu. Même si certains politologues l'affirment encore, peut-être que la destitution de Richard Nixon n'aurait pas abouti parce qu'ils ne connaissent pas les avis des sénateurs à 100% et parfois les tensions politiques ont une face cachée qui est bien plus loin de la réalité.
Passons sans plus tarder à la troisième victime, Bill Clinton, plus connu comme étant le playboy de la Maison-Blanche. Il a acheminé les maîtresses tout au long de son mandat présidentiel, menti sous serment, a eu des relations extra-conjugales et sexuellement parlant en pleine fonction présidentielle. Est-ce que ce candidat a été démis de sa fonction par le biais de la destitution? Non, pas du tout. Le Sénat a refusé et n'a pas voté aux 3/3. Donc, excusez-moi, chers partisans, mais l'histoire nous a montré qu'aucun président américain n'a jamais été destitué de ses fonctions. Et je ne pense pas que ce sera le cas pour Donald Trump. En tout cas, merci.